Aujourd'hui est un jour de deuil pour les soldats de la première cohorte des Atlantiques. Leur commandant, le préfet Marcus Junius, est mort héroïquement au combat, tué par les féroces guerriers 4 qui lui avaient tendu une embuscade dans la sombre forêt germaine, bordant les limites du territoire contrôlé par Rome. Ses troupes l'accompagnent maintenant pour son dernier voyage, afin de lui rendre les honneurs dus à son rang de préfet, à l'ancienneté et la renommée de sa famille, à son courage dans les derniers instants. Trois jours durant, les faibles températures de cette fin d'automne l'avaient permis, son corps avait été exposé dans sa tente de commandement. Ses serviteurs avaient préalablement lavé son corps et masqué les souillures de ses blessures, puis l'avaient revêtu d'une belle tunique et de sa bordée de pourpre, signe de son appartenance à l'ordre équestre. Il n'avait bien sûr pas oublié de glisser dans sa bouche une petite pièce de monnaie symbolique pour payer au sinistre passeur Charon la traversée en barque du fleuve des morts, le terrible Styx. Puis les officiers et même les simples soldats de la cohorte étaient alors venus lui rendre un dernier hommage et s'incliner sur sa dépouille. Le légat de Germanie supérieure, Caius Pomponius Secundus, avait également dépêché un envoyé spécial pour le représenter et parler en son nom lors des funérailles. À présent, les soldats ont formé un dernier cortège qui s'avance lentement vers le bûcher où son corps sera incinéré. Celui-ci a été dressé hors du camp sur un emplacement préalablement délimité par un prêtre. En tête, le centurion et l'enseigne sacrée de la cohorte, décorée de feuillages de cyprès en signe de deuil. Viennent ensuite le brancard du défunt, porté sur les épaules des soldats, puis les troupes, portant leurs lances baissées, et enfin ces esclaves et ces affranchis, et quelques femmes prises dans les alentours du camp pour faire office de pleureuses. Aucune famille ne l'accompagne pour son dernier voyage, hormis ses propres soldats. Tel est le destin des militaires qui sont morts loin de chez eux, au combat ou de maladie dans les camps. Leur dépouille reposera là où ils sont tombés, loin de leur terre d'origine. Mais ce ne sera pas le cas de notre préfet. Sa fortune, son rang, lui permettront de faire porter ses cendres recueillies dans une urne jusqu'à sa cité d'origine, proche de Rome, où elles reposeront dans le tombeau familial aux côtés de ses ancêtres. Un trajet de plusieurs centaines de kilomètres que seuls quelques privilégiés ont la possibilité de financer. Il était pourtant prédit à un brillant avenir, ce jeune préfet. Rien ne le prédestinait à mourir sous les coups des barbares. Mais comme tous les citoyens romains de haut rang, ambitionnant une brillante carrière civile, le passage par l'armée en tant qu'officier, naissance oblige, était quasi obligatoire. Peu y font carrière. La plupart se contentent d'y acquérir les habitudes du commandement, un peu de prestige, voire même de gloire, qui leur permettront d'augmenter leur réputation, leur dignitas, comme disent les Romains, et de briguer des postes élevés dans l'administration impériale. Hélas pour lui, le destin a fauché ses ambitions. Il lui restera la gloire posthume de la mort héroïque, les armes à la main, face à l'ennemi de toujours, le Germain. Mais qu'auraient été ces funérailles de notre préfet s'il était mort plus âgé à l'issue d'une brillante carrière dans l'administration de l'Empire? Eh bien, pas si différente de celle qui se déroule devant vous, finalement. Sa dépouille, préparée par des spécialistes, capable à grand renfort d'aromates et de maquillage de maquiller les ouvrages de la mort, l'obole symbolique glissée dans sa bouche, il aurait été exposé plusieurs jours dans sa domus familiale, préalablement décorée de feuillages de cyprès qui signalent aux passants une maison souillée par la mort.
Les visites de ses proches et de ses obligés se seraient succédées pour lui rendre un dernier hommage et assurer sa famille de leur soutien et de leur amitié. Puis serait venu le jour des funérailles proprement dites. On aurait alors formé un cortège pour accompagner le défunt. Des musiciens jouant des airs de circonstance, des acteurs portant des masques de cire à l'effigie de ses ancêtres, et imitant leurs démarches et leurs attitudes, les pleureuses professionnelles, expertes en lamentation. Rien n'est trop beau, trop dispendieux pour faire briller une dernière fois le renom et le prestige du défunt. La famille et les proches en habillent et les femmes aux chevelures défaites en signe de deuil. Ces esclaves, ces affranchis, tous auraient suivi le chariot portant le corps paré pour la crémation. Le bûcher aurait été dressé proche du tombeau familial, en dehors des limites de la ville, car un interdit tant religieux que de bon sens interdit d'inhumer les morts dans les cités. Puis serait venu le temps de dire un dernier adieu aux défunts et de mettre le feu au bûcher après avoir déposé dessus quelques offrandes, ainsi que des fleurs et des plantes aromatiques. Voilà comment se seraient passées ses funérailles s'il était mort dans son foyer, entouré de ses proches. Mais pour le moment, retrouvons nos funérailles militaires et écoutons l'éloge funèbre prononcé par l'envoyé spécial du légat de Germanie supérieure. Soldats d'Europe, votre préfet, Marcus Junius Carpaninus, est aujourd'hui étendu sur ce bûcher. Et c'est debout qu'il a toujours vécu, debout qu'il a toujours combattu, et debout qu'il est mort, faisant face à l'ennemi pour la défense de ses hommes, pour protéger les enseignes et pour protéger Rome. Dois-je vous rappeler les circonstances de sa mort? Marcus Junius était parti à la tête d'une centurie seulement, pour une inspection des villages voisins des Tribucates. La visite était annoncée, et il était protégé par les traités que nous avons signés il y a de nombreuses années avec les barbares. C'est en paix qu'il se rendait en visite dans les villages germains. Et c'est avec le fer qu'ils l'ont accueilli, lui tendant une lâche embuscade dans la forêt. Nul ne pouvait prévoir une telle situation. Et c'est en vrai romain qu'il a su réagir à l'imprévisible. Au cœur du combat, il a rassemblé les plus déterminés de ses hommes pour faire face au guerrier Casse et organiser la retraite de sa troupe, laissant sa monture aux blessés et renvoyant les enseignes afin qu'elles ne soient pas fouillées par les mains ennemies. Son courage, son héroïsme a permis à nombre de vos camarades de regagner le fort et l'ennemi n'a pu s'emparer d'aucune de vos enseignes. Et beaucoup de vos camarades aussi. Mais il n'est pas tombé pour rien. Les survivants du massacre sont là pour en témoigner. Il a prouvé aux barbares notre proactivité, notre courage, notre détermination. Et lorsque l'on a retrouvé son corps, ses blessures étaient là pour en témoigner. Elles ont toutes été reçues de face. Il est mort en faisant son devoir de chef, son devoir de soldat, son devoir de romain, dédaignant sa propre sauvegarde, sa propre vie pour celle de sa troupe et de ses enseignes. Il s'est comporté en digne fils de Rome, en digne héritier d'une longue et noble lignée dont les enseignes ont accompagné Caius Marius Pinel dans ses campagnes contre les Cimbres et les Teutons. Et c'est à ton père, le chevalier Septus Junius, à qui César a confié plusieurs charges de procurateur dans plusieurs provinces, que nous remettrons ses cendres, afin qu'il repose dans sa tombe familiale auprès de ses ancêtres, dont il a su se montrer un digne descendant. Et sa mort ne restera pas impunie. Les renforts de la 22e Légion de Bongocatum sont déjà en route
vous prêtez moins fort. Et bientôt, c'est nous qui leur ferons sentir le tranchant de nos glaives. Nous pénétrerons sur leur territoire à nouveau, mais cette fois, pour y porter le feu et la destruction. Les hostiles ont déjà été pris, et les dieux nous sont favorables, car notre combat est juste. Et même les dieux des Germains se détournent de ceux qui violent leur serment. Nous châtirons ces traîtres qui renient leurs paroles et violent les traités. Nous prendrons leur village et incendierons leurs huttes. Nous nous emparerons de leurs richesses, de leurs femmes, de leurs enfants. Et nous nous accaparerons de tout ce putain pour battre plus grand aussi. Nous leur emprunterons ce qu'il en coûte de ne pas respecter les traités. Ce qu'il en coûte de défier la grandeur de Rome. Ce qu'il en coûte de vous d'acter. Soldats, quelle leçon devons-nous tirer de sa mort? Tout d'abord, il n'y a pas de situation désespérée de laquelle des hommes déterminés ne puissent sortir. C'est le courage, l'obéissance, le respect des ordres qui ont permis à vos camarades de regagner le fort sain et sauf. Obéissez à vos chefs, suivez et protégez vos enseignes, soyez courageux dans l'adversité et valeureux dans la bataille. Et c'est lorsque c'est nécessaire, sachez qu'il est toujours préférable de succomber dans l'honneur que de devoir sa survie à la honte de la fuite face à l'ennemi. Rome s'est récompensée ceux qui la servent bien. Et vous aussi, vous recevrez les fruits de la victoire lorsque nous mangerons la mort de Marcus Junius. Votre passé nous a montré l'exemple de ce que doit être un véritable Romain. Son corps ne sera bientôt plus que sang, mais son esprit est toujours parmi nous. Et c'est lui qui nous guidera désormais dans les combats jusqu'à la victoire. C'est qu'il y a de la fumée là-bas, donc ils ont réussi à allumer.
présent, le bûcher s'est embrasé. Il faudra attendre quelques heures pour que la combustion du corps soit complète. Un proche recueillera alors les cendres et quelques fragments d'ossements imparfaitement brûlés que l'on réunira et lavera avec du vin pur dans un linge blanc. Ces restes seront alors placés dans une urne qui sera plus tard déposée dans le tombeau familial. Les proches du défunt porteront le deuil pendant une période assez longue, parfois jusqu'à une année. Les maisons doivent également être purifiées par un certain nombre de rites après le départ du mort. Une fête annuelle, les Parentalia, est même spécialement dédiée aux morts durant le mois de février. À cette occasion, les parents du défunt se réuniront sur sa tombe pour déposer des offrandes ou prendre un repas funéraire. Un rituel est également pratiqué en mai pour chasser des maisons les esprits errants des défunts. Voilà, mesdames et messieurs, ce que nous pouvions vous raconter sur les coutumes des Romains face à la mort. Leur religion ne promet pas l'espoir d'une vie éternelle, mais juste celui d'un long sommeil paisible, assuré par l'observation des rites. Les vivants, eux, obtiendront la consolation de la perte de leurs proches grâce au devoir rempli envers les morts, à travers ces rituels, leur assurant le repos. La reconstitution à laquelle vous venez d'assister a été créée spécialement pour vous, et c'est la toute première fois que nous la présentons. Tous les membres de l'association Via Romana, ainsi que les amis qui sont venus nous prêter main forte, l'équipe du service départemental d'archéologie de l'Oise, vous remercie de votre écoute et nous vous invitons maintenant à venir nous retrouver sur les stands et nous tenons à signaler aux enfants que personne n'est mort pour de vrai. Il n'y a personne là. Enfin, en tout cas, s'il y avait quelqu'un, il ne bouge plus. Merci de votre attention, et de votre courage et de votre stoïcisme face à la